Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Et cette semaine, un feuilleton a nourri l'ensemble de nos médias, celui de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, du départ de son domicile soutenu par son public à son arrivée à la prison de la Santé, escorté par un bataillon de policiers. C'est bien l'ancien président qui a imprimé cette séquence médiatique, celle d'un homme qui clame son innocence et se dit victime d'un acharnement en remettant en question l'indépendance de la justice. Nicolas Sarkozy, regard déterminé, main dans la main avec Carla Bruni en une de Paris Match. Cette photo restera sans doute celle du mardi 21 octobre. Un registre émotionnel largement relayé sur les chaînes d'information continue ou dans les débats télévisés. Alors que les éléments de fond de cette condamnation sont particulièrement occultés, il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs qu'il a constituée avec Claude Guéant, Brice Hortefeux et Ziad Tchakedine, association dont l'objectif était de préparer une corruption au plus haut niveau. Cette invisibilisation des charges s'inscrit dans la continuité du procès de l'affaire libyenne, peu couvert par la presse française. Comment analyser alors le traitement médiatique du cas Sarkozy, lui qui connaît ce monde des médias par cœur et de l'intérieur et qui a su tout au long de sa carrière les utiliser comme un outil de communication? Quelle place tiennent les chroniqueurs judiciaires dans notre paysage médiatique face au bruyant discours des éditorialistes politiques? Et quel rôle a joué Mediapart? Des questions et 4 invités en studio pour y répondre. Lou Fritel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à Paris Match. J'évoquais à l'instant la une de votre hebdomadaire dont je rappelle maintenant le titre. Nicolas et Carla Sarkozy, l'épreuve. À vos côtés, Younes Abzouz, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, journal qui a joué un rôle central dans cette affaire en révélant un certain nombre d'éléments. Vous êtes en charge, vous, des médias et vous reviendrez sur la couverture de cette semaine. Stéphane Durand-Soufflant, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Figaro et vous faites partie des journalistes qui ont suivi assidûment les audiences du procès Sarkozy-Kadhafi. Votre regard sera précieux pour revenir sur le fond du jugement. Enfin, Thierry Lévesque complète ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez également couvert ce procès pour le site Les Jours et vous collaborez également avec la presse régionale. De la presse régionale locale à la presse internationale, nous pourrons compter cette semaine sur Mélanie Chenoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International, notre partenaire qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère. Vous reviendrez sur Nicolas Sarkozy vu de l'étranger. Et en fin d'émission, une chronique consacrée aux touristes russes qui sont allés en Corée du Nord. Voilà, vous avez le programme complet de ce numéro et comme chaque semaine, vous pouvez nous suivre en images sur la chaîne YouTube de France Culture ou sur son compte TikTok et toujours en podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Joséphine Reynard qui prépare la fabrique à mes côtés accueille toutes vos questions sur nos réseaux. C'est parti. Ce matin, vers 9h40, l'ancien président a quitté son domicile de l'ouest de Paris. Accompagné de son épouse Carla Bruni, Nicolas Sarkozy a salué une centaine de ses partisans venus l'acclamer avant son départ pour la prison. C'est un récit médiatique, c'est une mise en scène qui est faite par Nicolas Sarkozy et ses soutiens, y compris médiatiques, pour cadrer le récit, qui a un objectif, et ça rejoint mon inquiétude sur le fond, c'est d'effacer les faits. On le rappelle, si vous nous rejoignez, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, est donc condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt. La justice condamne qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Et il n'est pas nécessaire d'apporter des preuves. Ne sous-estimez pas ce message qu'envoient les magistrats et qui va bien au-delà du cas Nicolas Sarkozy. Triste spectacle pour une France qui s'humilie plus qu'elle ne l'imagine aux yeux du monde entier, a incarcéré celui qui l'a représenté pendant 5 ans après lui avoir retiré sa Légion d'honneur, obtenue pourtant après son intervention pour sauver les enfants de la maternelle de Neuilly. La haine n'a donc décidément aucune limite. Les mots de Nicolas Sarkozy sont ceux de Marine Le Pen quelques mois plus tôt. Or, ce n'est pas la même chose quand cela vient d'un ancien président. La justice menacerait la démocratie. Trump outre-Atlantique ne dit pas autre chose. Pour pouvoir discuter, il me semble, des conséquences éventuellement politiques du jugement, il faut regarder les faits qu'il y a dans le jugement et de quoi est constituée cette gravité exceptionnelle. Alors, nous sommes en fin de semaine, l'occasion de faire le bilan. Est-ce qu'on peut considérer, Thierry Lévesque, que Nicolas Sarkozy a remporté la bataille médiatique à défaut d'avoir gagné la bataille judiciaire ?
Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, puisque d'ailleurs, il y a une enquête d'opinion qui est sortie qui montre que, je crois, plus des 2 tiers des Français considèrent qu'il a été condamné à juste titre, sans d'ailleurs avoir été informé correctement en plus du contenu du jugement. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mis en scène cette incarcération qui avait été différée par le tribunal pour lui permettre d'organiser sa vie professionnelle. Et cette mise en scène, les médias audiovisuels en particulier n'étaient pas obligés de s'y prêter. Or, ils s'y sont prêtés complaisamment avec des directs, des journées entières où, à aucun moment, me semble-t-il, en tout cas sur les chaînes d'infos continues, n'ont été rappelés effectivement les motifs de la condamnation. C'est vrai que quand on regarde les images, moi j'ai en mémoire cette escorte, son déplacement, on a presque l'impression que ce sont des images de victoire électorale. Oui, parce que ça rappelait un peu, vous savez, l'élection de Chirac, par exemple, quand les motos couraient après sa voiture. Effectivement, il a mis en scène une sorte de martyr supposé, où d'ailleurs il se présente tantôt en Edmond Dantès, le personnage d'Alexandre Dumas, le capitaine Dreyfus, et dernièrement encore ce matin j'ai vu sur un post de Paris Match qu'il détaillait la biographie de Jésus qu'il était censé lire en détention. Donc oui, c'est une mise en scène et un élément de sa défense, c'est de bonne guerre. Mais je pense pas que la profession ait à s'y prêter. Or, elle l'a fait. Et je pense que c'est encore un problème de plus dans la couverture de cette affaire. Voilà, une mise en scène forcément réfléchie par son clan, sa communication. Comme vous dites, c'est cette bonne guerre. Toute la question, c'est de savoir est-ce que certains médias tombent dans le piège ou pas. D'ailleurs, est-ce que c'est considéré comme un piège? Lou Fritel, vous avez été cité indirectement, du moins le journal pour lequel vous travaillez, Paris Match. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que votre journal a embrassé totalement le récit qui a été imposé ou suggéré par Nicolas Sarkozy? Quoi qu'il en soit, c'est quand même un événement historique. C'est la première fois qu'on a un président de la République qui va en prison. C'est pas la première fois qu'on a un président de la République, ex-président de la République condamné, mais qui va en prison, oui. Paris Match et les médias en général doivent aussi raconter des événements qui sortent de l'ordinaire et qui marquent aussi l'histoire, et en l'occurrence l'histoire politique de notre pays. Que Nicolas Sarkozy et ses proches aient utilisé en revanche d'un procédé, mais qui a toujours fait partie finalement de l'histoire de Nicolas Sarkozy depuis l'époque où il était avec Cécilia Attias, qui est celle de la mise en scène et vraiment d'une starification. Oui, c'est évident, mais c'est intrinsèque à cette famille, c'est intrinsèque au fonctionnement de Nicolas Sarkozy. En l'occurrence, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce moment, c'est effectivement la dichotomie entre l'opinion. C'est vrai que j'ai pas l'impression que l'opinion s'intéresse spécialement au sort de Nicolas Sarkozy. J'ai pas l'impression que, en tout cas, il y ait une levée de bouclier. Mais c'est vrai que dans les milieux, notamment de droite, ça a profondément choqué. Et je pense aussi que ça va contribuer à accélérer encore un peu plus le fossé qui existe entre politique et français. Mais ça raconte aussi un moment de l'histoire politique de notre pays où nous sommes. Nous avons, depuis depuis 1958 puis 62, décidé d'avoir un président de la République qui est élu au suffrage universel direct, de façon très monarchique. Et cela induit de facto une starification de toutes les personnes qui vont prétendre à cette fonction et de toutes les personnes qui les prennent, ces fonctions. J'entends bien, Lou Fritel, et sans vouloir faire le procès, cette fois-ci, de Paris Match. On comprend qu'il y a un récit qui soit proposé par Nicolas Sarkozy, mais est-ce que c'est pas aussi le rôle des médias de prendre une certaine distance par rapport à ce récit-là? Parce que quand je regarde le dossier que vous avez consacré, il n'y a pas beaucoup de mots ou pas beaucoup de lignes qui renvoient en fait au fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment, quand vous titrez l'épreuve, on est dans une fonction un peu empathique, émotionnelle. On est du côté du camp de Nicolas Sarkozy. On est complètement dans l'émotion. Il s'agit vraiment d'entrer dans les coulisses de ce qu'ont été les derniers moments de Nicolas Sarkozy. Heureusement, nous sommes dans un pays où il y a des presses différentes. D'autres presses s'occuperont de cela. Mais Paris Match, c'est pas vraiment sa ligne habituelle. Et effectivement, nous, c'est plus l'intime, les derniers moments, quelque chose en fait d'un peu voyeuriste peut-être, mais qui est demandé aussi, et il est vrai que Nicolas Sarkozy a été un de nos personnages pendant des années. C'est un personnage lié à l'histoire de Paris Match aussi, et donc au lecteur de Paris Match. Donc vous dites c'est votre fonction finalement de mettre en image le récit qui a été proposé. C'est ce que nous avons choisi, et oui, ça participe de notre fonction.
Alors, comme vous dites, il y a plusieurs presses dans notre pays. Encore heureusement, nous sommes un pays qui peut accueillir de nombreux titres qui peuvent publier en liberté. Mediapart se réclame justement de cette presse indépendante et libre. Younes Abzouz, vous avez consacré un papier sur le traitement médiatique. Comment vous le voyez, ce traitement de ces derniers jours ? En réalité, ce traitement, je trouve qu'il est assez homogène en fait, je trouve ce qui est pertinent pour analyser un peu la qualité d'un traitement médiatique sur un sujet, c'est d'observer à la fois ce qui est dit, les principaux éléments qui sont relayés. Là, en l'occurrence, c'est surtout la défense de Nicolas Sarkozy, les avocats de Nicolas Sarkozy qu'on a vu à peu près partout, sur tous les plateaux télé. On dit des médias audiovisuels que ce sont des médias d'image, donc qui s'intéressent à une histoire si elle a quelque chose à raconter, s'il y a des personnages forts, des personnages un peu romanesques. Là, en l'occurrence, Nicolas Sarkozy, c'est un personnage assez romanesque. Des moments forts dans ce procès, il y en a eu pendant les 3 mois d'audience où les médias audiovisuels ont été assez peu présents. Il y a eu des moments forts, notamment quand les familles de l'attentat du DC-10 ont regardé Nicolas Sarkozy les yeux dans les yeux et lui ont reproché d'avoir frayé avec un dictateur qui est responsable aussi de la mort de leur famille. Ça n'a pas du tout été raconté. Et puis pour ce qui encore n'a pas été raconté, par exemple dans les médias audiovisuels, mais aussi dans la presse écrite, j'ai le souvenir du JT de TF1. Le jour de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, qui s'ouvre en fait sur des moments d'émotion, la famille, Nicolas Sarkozy qui a eu des derniers mots pour sa famille, et les mots Libye, financement illégal de campagne, en fait, tous les mots qui renvoient finalement à l'affaire, de ce pourquoi il a été condamné. On a l'impression qu'à ce moment-là, on est juste dans le registre émotionnel, compréhensible. On se met à la place, si on était fille ou fils de Nicolas Sarkozy, on serait sans doute triste à l'idée de voir son père incarcéré. Mais là, on est sur un point de vue, on va dire, de l'ordre de l'intime. Lou Fritel, vous en parliez tout à l'heure, c'était de l'ordre de la communication, mais il me semble qu'il y a une différence entre communication et information. Ouais, complètement. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est le moment Nicolas Sarkozy, à défaut de pouvoir remporter la bataille judiciaire, comme il le fait toujours, a essayé de mettre à son service ses bonnes connexions dans la presse et dans le monde des médias pour essayer de gagner la bataille médiatique. Et ce qu'il a fait la veille, le jour de son incarcération, c'est rien d'autre que une énième tentative de reprendre la main sur le récit médiatique. Et ce qu'on a observé de la part des médias, c'est qu'ils ont effectivement relayé en masse ce récit en se rendant à la manifestation qui avait été organisée, en relayant les éléments de langage, à savoir qu'il y avait foule qui s'était amassée pour lui témoigner de son soutien. La foule, c'est même pas 300 personnes. Ça suffit pour remplir une image à la télévision. C'est ça. Même 100 personnes suffisent. Stéphane Durand-Soufflant, vous qui êtes journaliste au Figaro spécialisé sur les affaires judiciaires, quel regard vous portez-vous sur le traitement de ces derniers jours ? Je le rappelle, vous avez suivi le procès pendant 3 mois. Et puis, quel regard vous portez peut-être particulièrement sur votre journal à vous, le Figaro ? Alors, sur le traitement de ces derniers jours, je constate que, en fait, c'est un phénomène qui prend... Enfin, on en parle parce que c'est Nicolas Sarkozy, mais c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que le séquençage fait que, un moment, dans les affaires judiciaires, ça commence par les faits diversiers, qui sont sur le terrain et qui grattent des informations. Ensuite, quand il y a un procès, c'est les chroniqueurs judiciaires qui suivent le procès. Et puis après, c'est d'autres gens qui assurent le service après-vente. C'est-à-dire que des commentateurs de tout poil, là, il se trouve que c'est des éditorialistes politiques et qui ont pris beaucoup la main. C'est drôle parce que ça fait un quart d'heure qu'on est là, on n'a toujours pas parlé du fond d'ailleurs. Mais on va en parler du fond. Je le remarque. Alors ça tombe bien, l'émission dure 1 heure, donc là on va parler du traitement, on parlera du fond, parce que ça on va pas faire 1 heure sur le traitement de la mise en scène, mais c'est intéressant ce que vous nous dites. Vous nous dites, quelque part il y a plusieurs corps de métier, et est-ce que c'est légitime que celui qui va faire le service après-vente, comme vous venez de le dire, soit peut-être l'éditorialiste politique, à défaut d'être quelqu'un comme vous, par exemple, qui connaît le dossier par cœur. Bien sûr, mais alors ça c'est la question, c'est pourquoi on n'invite pas les chroniqueurs judiciaires comme aujourd'hui, vous voulez dire. Comme aujourd'hui. Et pour répondre complètement à votre question sur le Figaro a suivi ce procès. Moi, j'y étais tous les jours. J'ai raté une demi-journée d'audience de plaidoirie pour des prévenus dont on avait peu parlé, qui sont pas ceux qui retiennent l'attention pour d'autres raisons, parce que j'avais un autre article à faire. Moi, sinon, j'étais là tous les jours. En ce qui concerne moi, ma partie de chroniqueur judiciaire, j'ai dit dans le Figaro, et j'invite vos auditeurs à aller voir, tout est dedans.
du début à la fin, et comme d'habitude, ça fait 35 ans que je travaille au Figaro. Et jamais je n'ai eu une consigne, puisque je pense peut-être la question sous-jacente, une consigne, oh là là, tu y vas un peu fort. Mes articles ont été publiés in extenso, et on m'a même demandé de faire des pages entières en cours de procès pour bien expliquer ce qui est en train de se passer, parce que Thierry était là. Nous, dans la salle d'audience, on a l'habitude et on comprend. Et nous, contrairement, par exemple, à un éditorialiste politique lambda, qui sait des choses que je ne sais pas, mais le chroniqueur politique, il ne sait pas ce que c'est qu'une association de malfaiteurs. Et c'est fondamental. Et nous, on l'a bien expliqué. Enfin, alors, personnellement, je l'ai bien... Enfin, bien, je ne sais pas, mais j'ai fait tout mon possible pour que les lecteurs du Figaro soient pleinement informés de ce qui se passait pendant ce procès. Deux choses que vous nous dites importantes à l'instant. Vous, en tant que journaliste au Figaro, vous bénéficiez d'une liberté totale pour rendre compte de l'affaire. Et c'est ce qui permet peut-être d'effacer des soupçons que l'on entend beaucoup de connivence entre des milliardaires, des millionnaires, des gens qui dirigent les journaux. Donc là, c'est le groupe Dassault qui dirige le Figaro. On sait très bien que Nicolas Sarkozy a des liens étroits avec beaucoup de monde économique. Vous nous dites, voilà, j'ai eu toute la liberté de traiter cette affaire-là. Néanmoins, est-ce que votre voix a été entendue à la hauteur de certaines autres voix? Vous nous dites, voilà, personne, enfin, il n'y a pas beaucoup d'éditorialistes politiques qui ne savent pas ce que c'est que association de malfaiteurs. Est-ce que vous considérez que dans vos colonnes, les éditorialistes politiques savent très bien ce que ça veut dire association de malfaiteurs, ou est-ce que vous êtes allé les voir en leur disant, attends, là, tu as peut-être dit un peu n'importe quoi, je vais t'expliquer? Alors, je suis pas allé les voir parce que j'étais au procès Jubilard quand Nicolas Sarkozy a été condamné. Et j'étais à Albi. On passe un coup de téléphone, sinon le soir. Mais non, mais très honnêtement, j'ai pas suivi. Là, j'étais dans Jubilard. Maintenant, je sais ce que le Figaro a écrit là-dessus. Moi, j'aurais pas écrit ça. Voilà. Mais est-ce que les journalistes du Figaro peuvent pas dire, tiens, on va appeler notre spécialiste justement des affaires judiciaires pour qu'il puisse un peu cadrer mes éléments de langage et éviter que je dise parfois des contre-vérités, parce qu'il y a eu des contre-vérités. Juste une chose, en général, quel que soit le média dans lequel vous êtes, c'est quand même assez rare, quand vous êtes spécialiste de quelque chose, d'avoir un de vos collègues qui vient vous voir pour vous demander votre expertise sur le sujet. Non, mais l'inverse peut être vrai. Moi, par exemple, quand je traite d'affaires politiques, là, pour préparer cette émission, j'ai appelé Jean Lémarie, qui est éditorialiste politique ici, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Eh bien, il y a beaucoup de médias où c'est pas le cas et où en fait, effectivement, mais d'ailleurs, ça crée des doublons, ça peut créer beaucoup de problèmes avec des sources, notamment des gens qui les traitent depuis des années et qui un jour apprennent qu'un de leurs collègues l'a appelé et a dit n'importe quoi, a posé des questions qui étaient complètement hors de propos parce que effectivement, c'était pas la bonne, la personne, le journaliste qui avait appelé n'était pas au fait. Mais c'est quelque chose malheureusement qui arrive partout. Stéphane Dianclan, oui. Le jour du jugement, du prononcé du jugement, donc j'étais à Albi. Mais j'ai fait un article d'Albi pour expliquer, qui a été publié, un article pour expliquer pourquoi et comment on en était arrivé là. Où j'ai de nouveau expliqué tout ce qui avait déjà été dit dans le journal et qui a été publié, c'était un jeudi, je crois, le jugement, donc dans le journal du vendredi. Donc il ne reste plus finalement qu'à vos collègues éditorialistes de lire leur propre journal. Oui, mais après, oui, bien sûr, mais voilà. Après, ils ont leur liberté aussi d'analyse. Et voilà, moi, je suis pas non plus je fais pas la police de la. Bien sûr, non, mais quand vous dites liberté d'analyse, c'est là où on va revenir à un élément intéressant entre information et opinion. C'est-à-dire que chacun a le droit d'exprimer son opinion. Après, il faut quand même que chacun puisse se reposer sur des mêmes faits. Il y a des faits qui sont justement objectifs, qui ont été qui ont été dans le compte rendu de ce procès-là, que vous avez justement repris, analysé, détaillé. Et je crois que là, c'est important pour notre métier que tout le monde puisse se baser sur des faits qui sont inattaquables, à l'inverse d'une opinion, qui est une opinion comme les autres. Mais la condamnation de Nicolas Sarkozy a aussi des répercussions politiques claires, c'est pas n'importe qui. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que les éditorialistes politiques font leur métier d'éditorialiste politique. Younes Abdouz. Moi, je trouve que moins important en fait que la possibilité ou non d'écrire, de faire entendre des voix plurielles dans un journal, par exemple comme Le Figaro. Ce qui est aussi essentiel, c'est la hiérarchie de l'information. Et ce qu'on observe aussi souvent, c'est que par exemple un papier de chronique judiciaire qui donne les éléments factuels du procès n'a pas la même place qu'un édito politique en première page du journal qui vient asséner les éléments de défense de Nicolas Sarkozy et qui fait complètement obstruction des raisons qui ont été invoquées par le tribunal pour condamner Nicolas Sarkozy. Et puis ce que vous disiez aussi sur la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des faits, effectivement, notre métier de journaliste, c'est d'abord d'évoquer les faits et
donner aux citoyens les clés de compréhension de l'actualité et permettre au fond qu'il y ait un consensus minimal sur les faits, que le débat démocratique puisse s'appuyer et commencer à partir des faits. Exactement. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, en fait, c'est que les faits ont quasiment valeur d'opinion. En fait, on a entendu quasiment que voilà, Nicolas Sarkozy, il était victime d'une injustice, et face à ça, on va mettre par exemple un chroniqueur judiciaire qui aura la matière judiciaire. On va dire, regardez, ces deux-là se confrontent. Maintenant, je veux dire, on a un qui dit les faits et on a un autre qui donne son opinion. Mais vous dites, voilà, c'était là-dessus que je voulais revenir, Thierry Lévesque. Quand on a justement l'avocat de Nicolas Sarkozy qui dit qu'il n'y a aucune preuve dans le dossier, c'est son jeu, sans doute, en tant qu'avocat. Maintenant, la règle journalistique, là, à cet endroit-là, lorsqu'on entend justement cette affirmation-là, qui n'est pas perçue d'ailleurs ni délivrée comme une opinion, mais comme une affirmation, le devoir, c'est peut-être de dire, bah si, il y a quand même quelques preuves. Bah oui, d'ailleurs, Stéphane et nous tous, on l'a écrit, il y a des preuves. Il y a des preuves de l'association de malfaiteurs, à savoir les rencontres de messieurs Guéant et Hortefeux avec Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi et criminel de masse, auteur de l'attentat du DC-10. Il y a le carnet du ministre du Pétrole, Choukri Ghanem, retrouvé après sa mort, curieuse d'ailleurs, à Vienne, entre les deux tours de la présidentielle 2012, et qui mentionne 3 filières de financement de la campagne, de la campagne Sarkozy, et il y a les flux financiers correspondant avec les montants exacts indiqués sur le carnet, retrouvés sur les comptes de Takiedine, sortis ensuite en espèces. Donc si tout ça, c'est pas des preuves, je ne sais pas de quelles preuves il faut pour condamner quelqu'un. Donc ces 3 éléments, par exemple, je les ai jamais retrouvés dans tous les éditoriaux, les déclarations politiques, etc. On tourne autour du fait que le tribunal a certes dit il n'y a pas de preuve que l'argent liquide versé par les Libyens, puisqu'il a bien été versé, ait été utilisé in fine dans la campagne. Mais nous, chroniqueurs judiciaires, on sait que ça n'a pas d'incidence sur la matérialité du pacte corruptif. Une fois qu'on est d'accord et que l'argent est parti, le pacte corruptif, il existe. Ensuite, l'argent, il est peut-être allé dans la campagne Sarkozy. Il n'est pas écrit que c'est pas le cas. Hein. Il est écrit que les indices ne sont pas suffisants pour l'affirmer. Il est peut-être parti ailleurs, mais peu importe. Le pacte corruptif, il est là et il est prouvé. Donc ça, cet élément-là, ça aurait dû être la base, en fait, de tous les commentaires sur cette affaire. Or, la base de tous les commentaires, c'est en réalité une affirmation fallacieuse qui n'aurait pas de preuve. Le Fritel, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, entre cette base qui devrait être la base élémentaire d'une début de discussion et peut-être un traitement médiatique qui, par certains égards, a failli à rappeler cette base-là pour promouvoir justement un autre discours. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien être d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des faits et rien que des faits qu'on ne peut pas les interpréter, mais le problème, c'est que ça s'interprète aussi. Et par exemple, Nicolas Bastuc, lui, il l'interprète de façon totalement différente et dit qu'effectivement, ce pacte corruptif, en fait, vu que ça ne repose sur aucun... Oui, mais le tribunal, lui, il le retient. C'est ça qui compte. D'accord. Mais s'il est en prison, c'est à cause de ça. C'est pas Nicolas Bastuc qui ne juge pas l'affaire. D'accord, mais le fait est que, justement, vous pouvez trouver d'autres experts qui, eux, vont dire l'inverse. Et en cela... On ne va pas arbitrer avec des experts, c'est le tribunal qui arbitre. On va laisser juste finir Lou Fritel. Et puis je vous rappelle qu'il y a une deuxième instance et que peut-être que la deuxième instance dira autre chose. Ça reste des hommes qui jugent. En fait, voilà, c'est là où je veux en venir. C'est que nous restons des hommes qui jugeons et que même avec toute notre bonne volonté, en essayant d'être objectifs dans nos matières, en essayant d'être objectifs lorsque l'on condamne un homme, ça reste matière à interprétation. Et en cela, vous avez donc une faille que les gens peuvent utiliser pour remettre en question dans un sens ou dans un autre. C'est évident. Je rappelle juste que c'est une décision collégiale aussi. C'est pas qu'un seul homme bien sûr que c'est collégial. C'est déjà le fruit de plusieurs regards, interprétations et analyses. Posez le postulat que ce sont des hommes, vous aurez toujours des gens pour dire, puisque ce sont des hommes, ils sont faillibles. Oui, donc on peut les remettre en question. 2 secondes, on va donner la parole à Stéphane Durand-Soufflant qui la demande. Oui, sur ce qu'a dit Thierry, j'ai pas grand-chose à dire. Quand même un petit détail. Nicolas Sarkozy était poursuivi pour 4 délits. Et il a été effectivement relaxé pour 3 d'entre eux. Il ne reste que l'association de malfaiteurs. Je rappelle, financement illégal de campagne, corruption passive, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Voilà. Seul le dernier est retenu. Voilà. Et donc, quand il dit, le tribunal l'a dit qu'on n'a pas retrouvé un centime d'argent libyen dans ma campagne, et il a été relaxé de ce chef. Donc, c'est pas faux. Il peut quand même se prévaloir des trois relax dont il a bénéficié. Ça, c'est vrai. Ensuite, je crois qu'il y a une grande confusion dans l'esprit du public,
en fait, les gens ne comprennent pas bien ce que c'est qu'une association de malfaiteurs. Je pense que dans l'esprit du grand public, et c'est ça aussi qui est mis en avant par la défense, par toutes les défenses, d'ailleurs, d'une manière générale, dans ce genre d'affaires d'association de malfaiteurs, c'est que on a l'air de penser que l'association de malfaiteurs, ce serait une espèce de circonstance aggravante qui viendrait se greffer sur un autre délit. Or, c'est pas le cas. L'association de malfaiteurs, c'est un délit qui est autonome, qui existe tout seul. Vous pouvez nous le rappeler, justement, profitons voilà. Donc, peu de vulgarisation. L'association de malfaiteurs, c'est un délit qui consiste à avoir préparé un autre délit, un braquage, un attentat, enfin, ça marche dans tout, hein, l'association de malfaiteurs. Et ça se caractérise par au moins un acte. Quelque chose de temps. Il en faut au moins un. Et en France, tous les jours, il y a des tas de gens qui sont condamnés pour association de malfaiteurs avec très peu de choses en matière terroriste, en matière de stupéfiants, en matière de grande délinquance. Là, ce qui est inédit dans l'affaire qui nous intéresse, c'est que cette association de malfaiteurs a été glissée sur un dossier politico-financier, pour faire quoi. Ça n'a été jamais arrivé. Et donc, non, oui, pardon. Et donc, dans la défense médiatique qui est organisée autour de ça, on dit aux gens, et ce qui est facile à entendre, qui parlent au bon sens, comment est-il possible de condamner un homme puisque le tribunal a dit lui-même qu'il n'y avait pas d'argent libyen dans sa campagne. Et donc, on est sur cette espèce d'ambiguïté qui n'est pas maîtrisée, parce que c'est plus long à expliquer. Vous voyez, déjà, là, je rame depuis 2 minutes. C'est plus long à expliquer que, il n'y a pas d'argent libyen, alors comment on peut condamner? Voilà. D'où l'importance, justement, d'avoir cette connaissance et juridique et des affaires pour pouvoir, sur les différents plateaux de télévision qui ont traité du sujet, et ils ont été nombreux ces derniers jours, rappeler ces éléments-là. Thierry Lévesque. Oui, alors, rappelez aussi un petit détail factuel, puisque c'est bien que pour les auditeurs qui comprennent, le pacte corruptif, il est constitué à partir du moment où on s'entend et où, sur le marché, donc argent libyen contre une démarche en faveur de M. Senoussi et une démarche pour la Libye future quand M. Sarkozy sera président. Donc le pacte corruptif, il est constitué. Pourquoi il n'y a pas corruption? En réalité, le tribunal le dit sur un détail. Il dit M. Sarkozy ne peut pas être déclaré coupable de corruption parce qu'il n'a pas agi comme personne dépositaire de l'autorité ou élu chargé d'une mission de service public. Il a agi comme candidat en vue de contrepartie lorsqu'il serait président dans le futur. Donc techniquement, ça ne rentre pas exactement dans le texte légal. Mais le pacte corruptif, il y est. Donc c'est la raison pour laquelle on a habillé, entre guillemets, ces faits juridiquement avec l'association de malfaiteurs, qui est le plus haut délit aussi du code pénal en termes de peine. Hein, ça vaut 10 ans. Voilà. Mais en réalité, peu importe la qualification juridique. Ce qui importe, c'est la vérité du dossier. Et donc tout ça, ça s'est bien passé, alors que pendant 10 années, on a dit que c'était imaginaire. Voilà, et on rappelle évidemment que Nicolas Sarkozy a fait appel et que et on peut lui remettre la corruption en appel, puisque le parquet a fait appel aussi. Le Friedel, vous souhaitiez... Non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, effectivement. Nicolas Sarkozy est un citoyen qui a été condamné, qui est présumé aujourd'hui innocent, qui pourra se présenter à nouveau dans un procès en appel. Mais ce n'est pas une victime. S'il y a des victimes dans cette affaire, ce sont les 170 morts de l'attentat du DC-10. Cet attentat a été perpétré, commandé, organisé par le colonel Kadhafi, le dictateur des dictateurs, son beau-frère Abdallah Senoussi. Ces deux personnes avec lesquelles M. Sarkozy, M. Hortefeux, M. Guéant ont commercé, marchandé. Voilà de quoi on parle. Et c'est pour ces fait là d'une extrême gravité qu'aujourd'hui, dans un délit d'association de malfaiteurs, M. Sarkozy est en prison. Il y restera 1 mois, 2 mois, peu importe, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas non plus, nous, les familles de cet attentat, de savoir combien il y a de mètres carrés dans sa cellule, quel bouquin il a emmené dans son pactage, ce qu'il va manger et qui va lui rendre visite. Ça ne nous intéresse pas. Danielle Klein, donc la sœur d'une victime de l'attentat du DC-10, est partie civile du procès. Younes Abzoud, je le dis, vous travaillez sur l'analyse des médias pour le journal Mediapart. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte d'invisibilité ou d'invisibilisation de ces victimes? On les a pas beaucoup entendues, on les a pas beaucoup vues dans les médias. Ouais, on les a même quasiment... Enfin, moi, j'ai pas le souvenir de les avoir vus, à part peut-être sur France Info. Sinon, en dehors de ça...
on les a pas du tout vues, et alors que précisément elles sont quand même au cœur de ce procès. Enfin, le tribunal leur a même reconnu un statut de partie civile, voilà, et leur a accordé des dommages et intérêts. Et donc voilà, donc effectivement, ils ont complètement été occultés du traitement médiatique sur le sujet, ouais. Vous avez effectivement la même sensation, vous qui avez donc suivi l'un et l'autre, Stéphane Durand-Soufflant ou Thierry Lévesque, ces 3 mois de procès. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des moments très forts avec ces victimes. Il y a eu un moment très très fort, en effet, quand il leur a été donné la parole, et plusieurs de ces parties civiles sont venus au micro, et d'ailleurs avec beaucoup de dignité, mais de manière très très dure. En gros, toutes disaient on a été révulsés quand on a vu Kadhafi planter sa tente dans un jardin de la République lors de sa fameuse visite. Juste sur la recevabilité, c'est vrai qu'on s'interrogeait sur la recevabilité des victimes d'un attentat tel que celui-ci dans une affaire politico-financière. C'était un peu inhabituel, mais les parties civiles ont été recevables. Et en ce qui concerne le Figaro, j'ai traité avec des citations, pas le jour même de leur déposition, mais dans un article récapitulatif que j'ai fait dans la foulée. Et donc les lecteurs de mon journal ont été informés de ce qu'avaient dit et pensé les parties civiles, et de la réponse que leur avait faite Nicolas Sarkozy. Thierry Lévesque, sur justement les familles de victimes. Oui, alors évidemment, ça donnait un peu on va dire la moelle de ce dossier financier, puisque les dossiers financiers, ils sont pas toujours très couverts dans les rédactions, parce que c'est vu comme abstrait. Bon, à mon sens, d'ailleurs, c'est faux, mais c'est un peu le sentiment qui plane, on va dire, au-dessus de ces procès. Mais là, il y avait de la chair humaine, en quelque sorte. Il y avait de la souffrance. Des incarnations, en tout cas. Il y avait des incarnations possibles. Voilà. On sait qu'en presse, on aime bien les portraits. Et là, voilà. Il y avait des portraits possibles à faire. Et donc, l'enjeu de ce procès, c'était aussi de dire, est-ce que le plus haut niveau de l'État est allé négocier avec un criminel de masse, à savoir M. Senoussi, dont on sait, il est condamné à perpétuité en France, qu'il a commandité cet attentat-là, et un autre d'ailleurs contre à Lockerbie en Écosse, avec un total de plus de 400 morts. Et donc, que la réponse soit oui dans le jugement, et Hortefeux et Guéant ont reconnu au procès être allés discuter avec M. Senoussi. Bien sûr, ils ont expliqué qu'ils avaient parlé de la pluie et du beau temps. Le tribunal explique dans son jugement qu'on ne peut pas le croire, puisque un tel personnage, on ne va pas le rencontrer par hasard pour discuter de choses ordinaires. Donc ça aussi, ça aurait dû être au cœur des commentaires de cette affaire. Est-ce qu'on a déjà vu un dossier aussi grave où des ministres de la République sont allés discuter avec quelqu'un sous mandat d'arrêt international, recherché par la France pour avoir tué 54 Français? Et je ne le retrouve pas, cet élément. Et pour bien comprendre justement sur cette affaire-là, que reste-t-il justement des poursuites qu'il y avait à son encontre à Senoussi? C'est toujours valable, puisqu'il y a un mandat d'arrêt international délivré par la Cour d'assises qui l'a jugé en 1999 par défaut. Et donc il est, aux dernières nouvelles, incarcéré en Libye actuellement. Peut-être un jour sera-t-il remis à la France et à ce moment-là, il pourra être jugé à nouveau pour cette affaire du décès. Donc c'est peut-être pas terminé non plus sur ce volet-là. Lou Fritel, j'entendais bien ce que vous nous disiez sur l'ADN de Paris Match, qui est celui justement des stars, des personnalités médiatiques. De toute façon, Nicolas Sarkozy est un homme politique et aussi une star. D'ailleurs, il a largement surfé sur cette pipolisation dont on parlait il y a une quinzaine d'années. Il se mettait torse nu, en une, etc. Il a eu des histoires d'amour avec des femmes très médiatiques. Il a utilisé justement ça comme un ressort de sa communication. À la Kennedy. À la Kennedy, exactement. Néanmoins, ce qu'on vient d'entendre justement sur les victimes du décès, là peut-être qu'il y avait matière tout de même à consacrer des portraits. Je le disais, dans la presse, les portraits, c'est une clé d'entrée assez facile qui génère de l'émotion, justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité que votre lectorat, à un moment donné, se retrouve dans l'émotion? Écoutez, pour le coup, je ne sais pas si le chroniqueur judiciaire en a fait au moins pour le service web, mais j'imagine que oui. Alors, je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas. En l'occurrence, oui, ce sont ces genres de portraits qui est tout à fait intéressant, surtout dans Paris Match. Mais là où j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure sur justement l'aspect politico-financier pour les gens, c'est compliqué. Et là, effectivement, ça donnait un petit peu de matière. Il y a aussi une chose qui est dramatique, malheureusement. On parle d'anciens ministres, on parle d'un ancien président de la République. La justice, de facto, en France, est lente.
permettant d'avoir des preuves tangibles, mais cette lenteur a fait aussi qu'on s'est complètement désintéressé d'un dossier pendant plus de 10 ans. Il y a quand même ça. Et donc, quand vous avez les téléspectateurs, les lecteurs, 10 ans plus tard, ceux-là d'ailleurs ont pour certains changé, les journalistes en charge de ces dossiers, pour certains, ont changé, vous retrouvez aussi avec, effectivement, en queue de comète, des personnes qui se retrouvent sur les épaules un dossier extrêmement complexe avec un public qui n'y comprend rien, qui finalement n'y est plus forcément attaché, parce que Claude Guéant, il a 80 ans. À l'époque, c'était quelque chose d'impressionnant, sa mise en examen. Aujourd'hui, plus personne, honnêtement, ne sait qui est Claude Guéant. En fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas assez attractif, finalement, pour les médias de raconter ça. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que s'il y a un désintérêt aussi, et donc aussi... C'est à cause de la longueur des procédures judiciaires. Oui, et un mauvais traitement, parfois. C'est aussi à cause de ça. Parce qu'effectivement, ce sont des dossiers qui nécessitent, déjà, parlons de la profession, c'est quand même une profession assez précaire. Vous n'en avez pas beaucoup des journalistes finalement qui sont en poste dans des journaux pendant des années. La plupart aujourd'hui sont indépendants. Donc de pouvoir couvrir un dossier pendant plus de 10 ans pour un journal ou plusieurs journaux, mais en tout cas d'avoir cette possibilité, en sachant, en plus, chroniqueur judiciaire, vous le savez, que ce ne sont pas forcément les papiers les plus lus et qu'aujourd'hui on est soumis en plus à une pression de l'audience et de la lecture. On peut le voir en temps réel sur les sites, par exemple. Exactement. D'avoir cette possibilité de pouvoir le suivre jour le jour, de ne pas devoir être sur 15 dossiers en même temps, etc. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare. C'est aussi dû à une précarisation du métier. Younes Abzouz, est-ce que, parce que là, on se rend compte aussi, c'est la couverture de ce procès. Alors là, Lou Friedel vient de nous donner des éléments qui pourraient expliquer, alors c'est même pas du désintérêt, c'est structurel ce que vous évoquez sur le fait que l'affaire a peut-être pas été traitée à sa juste valeur. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont ce procès, comment ce procès a été couvert? Est-ce qu'il a été justement bien couvert, suffisamment couvert par les médias? Pour quantifier la manière dont il a été couvert, ce qui est assez significatif, c'est de constater que, nos collègues chroniqueurs judiciaires le savent mieux que moi, mais pendant les 3 mois d'audience, il y avait quasiment pas, il n'y a pas eu une télé, pas une radio, essentiellement, je crois, à peine une dizaine de journalistes qui étaient présents à chacune des journées d'audience, donc ça fait 7-8 journalistes de presse écrite, et à chaque fois qu'il y a eu une occasion un peu intéressante, importante pour les télés ou les radios de venir couvrir le procès, ça a été en fait, par exemple pendant la plaidoirie des avocats de Nicolas Sarkozy, ou plus tard le 25 septembre dernier, donc au moment où la condamnation de Nicolas Sarkozy a été connue, et en fait, on a presque l'impression que l'affaire des financements libyens a démarré au moment où Nicolas Sarkozy est sorti de la salle d'audience et a été mis au courant de sa condamnation à 5 ans de prison. Il est sorti, il a commencé à livrer ses éléments de langage, à savoir qu'il était innocent, qu'il avait été reconnu, qu'il avait été disculpé de 3 des 4 griefs qui avaient été retenus contre lui. Et en fait, de cela a découlé toute la couverture médiatique qui s'en est suivie. En fait, comme si Nicolas Sarkozy avait donné un peu le là de tout ce qui s'est suivi par la suite. Et pour peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça a été si mal couvert ou si peu couvert, je pense qu'au-delà de la précarité, etc., des journalistes qui connaissent cette matière, il y en a beaucoup. Ils n'ont jamais été ou très peu invités sur les plateaux télé. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Il y a celles qu'on connaît, à savoir le fait que Nicolas Sarkozy, déjà, il y a un peu une manière une sorte de défense de classe. On l'a vu, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est sur CNews à un moment donné, même récemment, sur Europe 1 aussi, un proche de Nicolas Sarkozy qui a dit mais la prison c'est pas fait pour des gens comme nous, la prison c'est pour les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est quand même un peu surprenant. En gros, il y a un peu une espèce de défense de classe de dire voilà, la prison c'est pas pour la délinquance au col blanc, c'est pas pour des gens comme Nicolas Sarkozy, c'est pour des criminels, des gens qui trafiquent, les entre guillemets les pauvres. C'est pas pour la grande classe politique. Et puis il y a aussi le fait que Nicolas Sarkozy, il ait des liens très étroits avec beaucoup des propriétaires de presse qui détiennent les 90% des médias aujourd'hui. Il est au conseil de surveillance de Lagardère qui possède Europe 1, qui possède aussi le Journal du Dimanche. On a vu la couverture qui en a été faite dans le Journal du Dimanche et dans Europe 1. Et sur Europe 1, quasi
uniquement en défense de la version de Nicolas Sarkozy. Il est aussi, sur CNews, propriétaire du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré. Nicolas Sarkozy, en 2007, il fête sa victoire électorale sur le yacht que lui a prêté Vincent Bolloré. Et puis, pour finir, Martin Bouygues, le propriétaire donc de TF1 et de LCI, c'est ni plus ni moins que le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy et le parrain de l'un de ses fils. Donc en fait, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on comprend un peu les liens d'intérêt qui unissent tous ces gens. C'est des liens d'intérêt, mais il n'y a pas non plus de corrélation immédiate pour le fait qu'il soit parrain et que ce soit pas traité, puisqu'on voit, j'entends ce que vous dites, mais on sait qu'un journal, et vous le savez, c'est une multitude de journalistes aussi qui essayent de faire, on le disait tout à l'heure avec le Figaro, on pourrait tout à fait penser que le Figaro pourrait avoir des liens très proches avec Nicolas Sarkozy, et puis on entend quand même Stéphane Durand-Soufflant qui nous dit qu'il a toujours écrit librement, même s'il est toujours important pour la transparence de rappeler tous les liens que vous venez de faire à l'instant, Younes. Oui. Juste une chose sur CNews donne une image, mais il n'y a pas que CNews dans le paysage audiovisuel français. Et en l'occurrence, j'ai vu aussi les autres chaînes d'infos. Souvent, c'était pas souvent des chroniqueurs judiciaires, mais le binôme qui s'installait, c'était un journaliste politique et un juriste, un magistrat, et voire deux magistrats si ceux-là n'étaient pas forcément d'accord. Il y avait du contradictoire. Et globalement, quand même, le débat s'est plus focalisé, et c'est vraiment dommage, sur la question de l'exécution provisoire plutôt que sur le fond. Et en fait, c'est là, je pense, le péché originel, c'est que l'exécution provisoire, 6 mois avant, on avait eu un autre cas, c'était celui de Marine Le Pen, où là, les journalistes politiques l'avaient beaucoup plus suivi, parce qu'effectivement, c'est un personnage politique actuel, donc il y avait un petit peu plus d'intérêt. Et surtout, c'est là-dessus qu'ensuite, la classe politique, en tout cas à droite, s'est focalisée aussi pour remettre aussi en cause certaines de ces condamnations. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas la question du fond, c'était pas forcément la question de la personnalité, c'était cette partie-là, spécifiquement. Justement, sur l'exécution provisoire, je profite d'avoir Stéphane Durand-Soufflant à mes côtés et Thierry Lévesque, des spécialistes. Là aussi, ça a été pas très évident à comprendre pour le public. Exécution provisoire, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel cas? On a vu aussi toute la rhétorique de Nicolas Sarkozy, où on se disait finalement, on le met que elle s'exécute que uniquement lorsqu'il y a une menace de fuite à l'étranger. Alors on lui disait, je vais pas partir demain. Or, ce n'est pas tout à fait ça, l'exécution provisoire, Stéphane Durand-Soufflant. L'exécution provisoire des peines de prison supérieure ou égale à 5 ans, c'est, je crois, 86 ou 90%. Donc c'est un peu la règle, on va dire ça. Même si des gens ont le droit de faire appel et restent présumés innocents et ont le droit de se défendre. Et évidemment, mais c'est toujours vrai. On est un peu pris en otage dans ces affaires très spectaculaires, parce que il y a des répercussions politiques majeures, des interprétations et tout ce qu'on veut. L'exécution provisoire, de la même manière pour Marine Le Pen, a créé une intense émotion. Alors c'est pas les mêmes situations, c'est pas les mêmes faits, etc. Mais Marine Le Pen est une candidate potentielle à la prochaine élection présidentielle. 2027. Voilà. Nicolas Sarkozy, à notre connaissance, n'est pas candidat, mais c'est une personnalité majeure de la vie politique de ces dernières années. Donc le fait qu'il y ait des exécutions provisoires, tout d'un coup, en fait, on se réveille et on se dit, l'exécution provisoire existe. Mais nous, on en voit tout le temps des exécutions provisoires, et il y en a dans les tribunaux aux comparutions immédiates. C'est pas les mêmes choses, mais ce sont des exécutions provisoires à tous les coups, et au cours d'assises aussi. Des exécutions provisoires à tous les coups et au cours d'assises aussi, c'est bien de le rappeler. France Culture. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? La fabrique de l'information. Sur le service public, ne pas s'attendre à de telles choses aurait été déraisonnable. François Seltiel. Et on parle donc aujourd'hui dans la fabrique de l'information du traitement de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Nous sommes en compagnie de Lou Fritel, qui est journaliste politique à Paris Match, de Younes Abzouz, journaliste qui couvre les médias à Mediapart, du chroniqueur judiciaire du Figaro Stéphane Durand-Soufflant, et de Thierry Lévesque, journaliste indépendant qui a couvert le procès pour le site Les Jours, et avec Mélanie Chenoir, que j'ai présentée en début d'émission, qui travaille pour Courrier International. Et peut-être l'occasion de se demander, Mélanie, quel a été l'état de la couverture justement de cette affaire-là du côté de la presse étrangère. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une forme d'unanimité dans les médias internationaux, et ça arrive assez rarement. Dans la presse de gauche comme dans la presse de droite, il y a eu une avalanche d'articles sur le sujet, avec des critiques assassines de la figure de Nicolas Sarkozy, en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. On peut citer par exemple la Frankfurter Allgemeine Zeitung, journal conservateur allemand, qui décrit Nicolas Sarkozy comme un récidiviste qui sape les valeurs fondamentales de la République.
Dans le Télégraphe britannique, également conservateur, on écrit que Sarkozy se voyait entrer dans les manuels d'histoire en grand homme d'État. Il restera dans les mémoires, s'il y reste, comme l'escroc qui a traîné dans la fange non seulement la fonction présidentielle, mais la République tout entière. Et même donc sur le continent africain, on a le Djeli, journal guinéen, qui voit dans cette condamnation une forme de justice morale pour de nombreux Africains. Il estime, donc je cite, Nicolas Sarkozy paie aujourd'hui les péchés accumulés sur le dos du continent. Et depuis la condamnation, quel regard portent les journaux étrangers sur les réactions que ça a pu susciter en France, notamment les attaques contre le système judiciaire ? Oui, là aussi, il y a un constat assez unanime qu'on pourrait résumer en un mot, et ce mot, c'est effarant. Donc je vous donne quelques exemples pour donner une idée du ton. Dans l'hebdomadaire libéral allemand Die Zeit, on peut lire « Ce qui est particulier en France, c'est qu'après le jugement, souvent, ce ne sont pas les condamnés qui se retrouvent sous pression, mais les juges. La magistrate qui a jugé Le Pen coupable de détournement de fonds publics a fait l'objet de menaces et d'insultes. Sarkozy a reçu le soutien de dizaines de journalistes, en général conservateurs, qui ont qualifié sa peine d'inhabituellement dure et reproché à la justice de ternir l'image de la France. » Et donc, même constat un peu pour notre confrère américain Alexander Hurst, qui est chroniqueur au Guardian. Pour lui, on assiste même à une forme d'américanisation de la société française. Début octobre, il nous disait dans un entretien « Ce qui me choque, c'est de voir la France suivre la voie américaine. Tout le monde devrait être outré de voir un ancien président attaquer la justice française, une institution qui, sans conteste, travaille de manière impartiale. » Et maintenant que Nicolas Sarkozy est incarcéré, est-ce que ça s'est un peu essoufflé à l'étranger ou ça continue à faire couler de l'encre ? Alors ça continue, et ce qui surprend surtout, c'est le soutien dont bénéficie Nicolas Sarkozy de la part d'une partie de la classe politique et de l'opinion. La journaliste allemande Annika Jörres, par exemple, relève cette inversion des rôles. Le coupable devient une victime, on en parlait, y compris sur les plateaux de télévision où, je la cite, « On parle de ces 3 pulls qu'il emmène et des livres qu'il a choisis pour se montrer comme un personnage tragique, héroïque. » Et le plus surprenant pour notre consoeur allemande, c'est de voir que ça fonctionne, puisque beaucoup de médias français tombent dans le piège. Ils reproduisent, dit-elle, les images que Nicolas Sarkozy veut que nous voyions de lui, le héros tragique. Merci Mélanie pour cette fenêtre sur la presse justement étrangère. Younes Abzouz, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment l'américanisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué aussi, un peu une séquence trumpienne, ce qui vient de se passer là ? Ouais, totalement. C'est-à-dire que, comme je le disais, à défaut d'avoir gagné la bataille judiciaire, Nicolas Sarkozy essaye de gagner la bataille médiatique, et pour y parvenir, il a besoin en fait d'effacer le réel, de couvrir la réalité des faits qui ont été mis en évidence par les 10 ans d'instruction. Et donc pour ça, il met à son service tout un tas toutes ces connaissances, tous ces réseaux tentaculaires dans les médias. Et puis aussi, je trouvais un élément intéressant, effectivement, ce qui est souligné à l'étranger, à savoir cette manière qu'on a, nous, en France, de se focaliser sur ses conditions, les conditions de son incarcération, etc. Et puis le fait qu'une partie de la classe politique le soutienne, c'est d'autant plus surprenant que en fait, on assiste un peu à une défense une classe politique qui se mobilise pour assurer son impunité. On a vu des soutiens de Marine Le Pen qui ont même l'intention de déposer une proposition de loi pour que les personnes qui se présentent à des élections ne puissent plus être condamnées à une peine d'éligibilité, ou qu'ils puissent plus être frappés par une exécution provisoire. Ils voient midi à leur porte plutôt que de rentrer dans le récit médiatique. C'est un moyen de... Oui, voilà, mais en fait, c'est une défense de classe qui s'organise, c'est-à-dire en fait on a quasiment une attaque contre l'abolition des privilèges qui est quand même un acquis de la Révolution française, et c'est à ça qu'on s'attaque. Et les médias, de fait, quand ils participent quand ils tendent la main à Nicolas Sarkozy, ils tendent le micro et tendent la caméra, effectivement. Voilà, exactement. Ils participent en fait à donner de la force à ce récit-là. Fritel. Je pense que c'est malheureusement moins recherché que ça. Honnêtement, le système politique dans lequel on est aujourd'hui, avec une élection du président de la République au suffrage universel direct, où on est complètement happé par cette élection, que ce soit journaliste, politique, français, dans cette perspective-là, en ayant l'impression que tout va changer avec l'élection d'un monarque républicain, c'est Miss France tous les 5 ans, eh bien ça crée aussi ça. Et ça fait qu'après, un Nicolas Sarkozy s'engouffre dans la brèche pour faire un récit médiatique qui fonctionne parce qu'en fait, il est en campagne permanente. Voilà.
Et en campagne et en coup d'éclat médiatique permanent. Stéphane Durand-Soufflant, est-ce que finalement cette affaire-là ne révèle pas aussi le manque de connaissances, on va dire, de la manière dont la justice fonctionne du côté de la population française, mais on le dit aussi sur d'autres thématiques, quand on parle de science par exemple ou de santé, et peut-être un problème aussi de la communication de l'instance judiciaire elle-même. Là, l'institution judiciaire en ce moment se pose beaucoup de questions sur sa propre communication, en effet, puisque les jugements sont rendus dans des salles d'audience où tout le monde ne peut pas entrer. Le jugement de l'affaire libyenne, puisqu'on parle de celui-là, il fait 400 pages. C'est pas les 400 pages les plus fun à lire, hein, c'est touffu, et il n'y a pas d'œuvre pédagogique qui est mise en œuvre par l'institution judiciaire. Mais là, depuis peu, là, ils commencent à se demander justement comment faire pour être mieux compris, mieux expliquer leurs propres décisions, qui sont maintenant rendues, il faut le dire, le plus souvent dans un français moderne. Ce qui n'a pas été le cas longtemps. Il y avait des phrases qui étaient même carrément incompréhensibles. Maintenant, c'est compréhensible. Dans ces affaires-là, c'est compliqué, c'est touffu, il faut prendre le temps. Mais c'est vrai que même si l'institution apprend peu à peu à communiquer sur des petites choses, sur des grandes affaires comme ça, en effet, ça serait bien qu'on entende des voix aussi de magistrats qui expliquent et qui donne au moins un cadre, qui vulgarise et qui explique les choses en le rendant accessible à tout le monde. Accessible en fait, et irréprochable, c'est-à-dire qu'il donne vraiment du factuel. Voilà, on a condamné pour ci, pour ça, on a relaxé pour ci, pour ça. Oui, ça me rappelle même le moment du Covid où on avait de temps en temps justement des déclarations officielles qui clairement nous disaient objectivement où est-ce qu'on était, etc. Thierry Lévesque. Justement, le président du tribunal judiciaire de Paris, Peyman Gallé-Marsban, est allé, et c'est plutôt une première, 2 ou 3 fois sur des médias nationaux, expliquer la décision, expliquer que l'exécution provisoire c'était la règle, etc. Bon, on envisage les porte-paroles maintenant des juridictions, mais enfin, vu le manque de moyens, parce qu'il faut souligner ça aussi, je pense qu'on en a encore loin. Cela dit, les journalistes, ils sont là pour expliquer les jugements. Je veux dire, s'il y a des choses incompréhensibles, c'est bien pour ça qu'il y a des médias pour les expliquer à l'opinion. Mais ça ferait pas de mal. On pourrait avoir ça ferait pas de mal, en effet, ça ferait pas de mal. Mais enfin, moi, je pense quand même que la réflexion que la profession devrait mener, c'est que ce procès, en réalité, il n'a pas été couvert normalement. Stéphane parlait du procès Jubilard, par exemple. On avait des papiers tous les jours. Des 20 heures tous les jours. La mère de Jubilard, qui l'a mis en cause lors du procès, je crois, a même été invitée aux 20 heures, où il y a eu un sujet sur elle. Mais là, on est dans le cas des affaires criminelles qui sont... Ah oui, mais en quoi c'est différent d'une affaire de corruption? Non, bien sûr, c'est juste le président. Bien sûr. On devrait faire des papiers, des plateaux de télé sur... C'est une affaire essentielle, puisque d'abord, il y a le président, et ensuite, ça met en cause la diplomatie, les relations internationales de la France. Donc, ce procès peut pas être laissé de côté comme ça, et puis d'un seul coup, on va faire 2 semaines de presse pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé au milieu du tumulte. Je pense qu'il faut revoir dans les rédactions la couverture de ce genre d'événement. On peut espérer justement que ce procès et ce traitement servent à une prise de conscience et peut-être espérer même que l'appel soit mieux suivi et mieux couvert par les médias. Lou Fritel. Ça me fait penser ce débat à un autre qu'il y a eu. C'est le moment où il a fallu penser à mettre des caméras, à rediffuser en fait les séances à l'Assemblée nationale. Il y a eu le même genre de problème pendant longtemps. Effectivement, c'était que les journalistes qui étaient là pour rapporter ce qui s'y déroulait. Mais effectivement, si vous voulez faire en sorte que le citoyen puisse comprendre, il faut aussi lui donner accès. Or, effectivement, une salle d'audience, c'est petit. Maintenant, vous le dites, c'est un français plus moderne. À l'Assemblée, c'est pas forcément un français plus moderne. Mais en tout cas, c'est des réflexions qui ont eu lieu déjà dans d'autres secteurs. 14h52 sur France Culture, l'heure de partir en Corée du Nord. France Culture, la fabrique de l'information. C'est la chronique de Mélanie Chenoir. Vous nous parlez aujourd'hui, Mélanie, d'un récit de voyage pas tout à fait comme les autres. Oui, celui de touristes russes qui ont choisi de passer leurs vacances dans un pays où ils sont à ce jour les seuls au monde à être admis, la Corée du Nord donc. Après des années de fermeture aux étrangers, le pays de Kim Jong-un accueille depuis 2024 des ressortissants russes. Dans un article paru hier dans Courrier International et disponible en ligne demain, le média russe indépendant Vetir publie les témoignages de 3 de ses vacanciers qui partagent leurs impressions à propos du pays le plus fermé au monde. Et dès le décollage vers Pyongyang, les anecdotes sont savoureuses. Dmitri Shafrov, informaticien et photographe de 26 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, en croit à peine ses yeux à l'aéroport de Vladivostok. Et pour cause.
L'avion était un vieux Tupolev, appareil soviétique conçu dans les années 60 et qui n'est plus produit en série depuis 2013. Déjà que j'ai peur de prendre l'avion, raconte-t-il, là, j'ai été franchement choqué par ce petit coucou complètement archaïque. On a été secoué tout le vol. Et à l'atterrissage, je me suis enfoncé dans mon siège par instinct. C'était comme si l'appareil lui-même voulait nous faire un petit saut dans le temps. Et cette idée du saut dans le temps, c'est justement une impression qui revient beaucoup dans les descriptions qu'on retrouve dans l'article. Absolument, et c'est ce que raconte Daria Zubkova, originaire de Moscou, l'une des premières Russes à avoir visité le pays depuis l'ouverture de la frontière. De Pyongyang, elle retient l'image d'une capitale où les habitants semblent certes vivre une vie normale, mais où on est comme figé dans le passé soviétique. J'ai l'impression, dit-elle, de revenir à mon enfance. Même l'éclairage, on dirait qu'il sort d'un film d'époque. Alors bien sûr, toutes leurs visites ont été strictement encadrées, avec un planning millimétré, toujours en présence d'un guide. Il leur était formellement interdit de prendre des photos des militaires, par exemple, et même des habitants, sous prétexte de respecter leur droit à être à leur avantage sur les photos. Il leur était aussi interdit d'apporter des livres dans leurs valises pour éviter d'importer des publications potentiellement subversives. On parlait des livres justement dans les valises, encore il y a peur. Continuez Mélanie. Oui, et donc à ce propos, les vacanciers russes émettent aussi des avis critiques sur ce qui leur a été donné de voir. Pour Daria Zubkova, par exemple, Pyongyang fait mentir les clichés qu'on associe à la Corée du Nord. On dit que les magasins sont vides, mais j'ai pris des photos des kiosques et des magasins, raconte cette vétérinaire de 35 ans. Les vitrines étaient remplies de produits alimentaires, des bananes, des pommes, des boissons, des snacks, beaucoup de couleurs, de jolis emballages. Moi, c'est ça que j'ai vu, c'est mon témoignage à moi. Mais à l'inverse, Dmitri décrit une forme de mise en scène. Il raconte « Tu as la sensation désagréable d'être pris au piège dans un décor. Les étals chargés de fruits, les librairies qui regorgent de livres, les gens bien habillés, smartphone en main, brushing impeccable. Et à un moment, tu vois que le même magasin juste en face n'a rien dans ses rayonnages et tu comprends qu'on t'a mené par le bout du nez. » Et lire ce genre d'analyse critique dans un média russe, alors même que Vladimir Poutine et Kim Jong-un resserrent activement leurs liens depuis 2024, qu'est-ce que ça nous dit de la source ? Effectivement, c'est assez rare pour être souligné. C'est un média russe indépendant, une source qu'on reprend d'ailleurs pour la toute première fois à Courrier International parce qu'elle est relativement nouvelle. Vetir a été fondée en 2023, d'abord sous forme de chaîne YouTube, et puis après des restrictions imposées à la plateforme par les autorités russes, un site internet a été créé en complément. On peut y trouver des reportages, des interviews, des enquêtes russophones, grâce au travail de journalistes basés en Russie, mais aussi d'autres installés à l'étranger, comme c'est le cas de l'autrice de cet article. Et donc, tout comme le média russe en exil Novaya Gazeta Europe et quelques autres, ces sites d'information indépendants sont ceux qui nous permettent de voir une autre réalité pour aller au-delà du discours officiel donné par les médias proches du Kremlin. Et c'est un peu ce qui nous manque en Corée du Nord. C'est pourquoi les récits, comme celui publié par Vetir, sont particulièrement précieux. Merci beaucoup Mélanie. Je rappelle que cette chronique est à retrouver en images sur les réseaux de Courrier International et également sur le site Radio France, à la fabrique de l'information. Stéphane Durand-Soufflant, je parlais justement de l'appel qui aura lieu. Est-ce qu'on peut espérer que ça soit mieux couvert par les médias, qu'il y ait une sorte d'effet de rattrapage par rapport à cette affaire-là au moment de l'appel ? Il faut toujours espérer. Et on peut toujours faire mieux tous, autant qu'on est. Mais sur le fait que notamment les télévisions n'aient pas été là tout le temps, c'est sans doute vrai. C'est vrai que je fais pas très attention à qui est là, qui n'est pas là. Mais c'est devenu une tendance maintenant dans tous les procès. C'est-à-dire que les télés ont pris l'habitude de venir au moment dit important. L'ouverture, la fermeture, le réquisitoire, tel ou tel. Choisissent des séquences. Sur Jubilard, par exemple. Sur Jubilard, t'es là tous les jours. Ouais, et le moment de Jubilard est venu aux 20h de France 2. Alors ça serait plutôt Jubilard l'exception à ce moment-là. Oui, donc effectivement, les médias qui vont se déplacer sur des moments forts, des moments finalement spectaculaires, c'est-à-dire l'ouverture, la fermeture. Oui, mais là, il y en avait dans le procès Sarko-Libye, il y en avait. Le carnet Ganem, les dépositions de M. Hortefeux et Guéant qui reconnaissent avoir rencontré Senoussi. Ouais, ça fait pas un beau papier télé. Oui, mais encore une fois, malheureusement, en fait, Nicolas Sarkozy, c'est plus un personnage de premier plan, même à droite. Regardez, au moment où il s'est fait condamné, il le redevient. Oui, mais par exemple, quand il a été condamné dans l'affaire Bismuth, on a attendu 2 ou 3 heures un tweet de Laurent Wauquiez, qui à l'époque était le président par intérim de LR. Il a mis du temps. Et franchement, il n'y avait personne vraiment pour le défendre. Ça se bousculait pas au portillon. Là, il y a eu l'affaire de l'exécution provisoire qui leur a donné des raisons de le faire. Mais c'est vrai que sur le fond de l'affaire,
Il y a un peu de mal. Younes Abdouz. Ouais, sur son importance, je tendrais à nuancer. Enfin, je veux dire, il y a quand même Emmanuel Macron, le ministre Gérald Darmanin, qui ont pris quand même le risque de venir en soutien de Nicolas Sarkozy. Quel bénéfice politique ils ont à tirer si effectivement Nicolas Sarkozy est mort et enterré? Aucun. Et puis juste pour terminer. Rapidement, parce que ça y est, on approche de la fin. Younes, un mot. Ouais, juste sur ce qui va suivre. On aurait pu au moins espérer que le procès Sarkozy débouche sur une réflexion plus globale sur la corruption de nos élites politiques. Ça aurait été aussi ça. Merci beaucoup, merci à tous de m'avoir accompagné pour cette émission. Je remercie comme chaque semaine Joséphine Reinhardt à la préparation de cette émission ainsi que Sorge Leroy à la réalisation.